journal ce soir avec Pascal Nadeau. Bonsoir. Montréal a donc dit non au banquet de bandes de motards criminels. Le maire, Pierre Bourque, a présenté aujourd'hui un nouveau règlement qui interdira la présence de ces immeubles fortifiés sur le territoire de la ville. Vitres anti-balles, tours d'observation et autres protections de ce genre seront donc interdites. Cet édifice ne sera finalement pas transformé en bunker. La Ville de Montréal, qui craignait que la bande de motards, les Bandidos, s'y installe, vient de bloquer la voie à tout projet de fortification d'immeubles. Bien, ça veut dire qu'il n'y aura pas de bunker nulle part à Montréal. Il n'y aura pas d'établissement de bandes criminalisées qui se protègent. Donc, avec des murs, soit des tours d'observation, soit des vitres anti-balles, soit des protections extérieures. Tout ça est interdit. Montréal n'avait pas de réglementation anti-bunker. Les avocats de la ville se sont inspirés du règlement de Blainville qui a réussi récemment à chasser les rockers de son territoire. Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, là où voulaient s'installer les motards, résidents et étudiants poussent un soupir de soulagement. Ils sont nombreux à passer devant l'édifice pour se rendre chaque matin au Collège Maisonneuve. Si j'avais eu à rester une session de plus, j'aurais peut-être je me serais probablement posé la question à savoir si je reste ou pas, là. Ça ferait un affaire certain. Parce que comme d'autres, l'été, on s'assied sur le balcon, là, puis il n'y a pas des farces. Vous ne vouliez pas avoir de trouble? Mais justement. Le règlement interdit la fortification de l'édifice, mais n'empêche pas les motards de déménager dans le local s'ils respectent les règlements municipaux. Il n'empêche pas un citoyen Hells Angels ou un citoyen Banditos d'acheter une propriété à Montréal. Je vous l'ai dit tantôt, sur le plan légal, on n'a pas interdit au Canada encore l'appartenance à une bande de motards criminalisés. Les policiers ont également mentionné que les Bandidos auraient abandonné leur projet d'emménager dans cet édifice, que la transaction aurait été annulée. L'agente immobilière refuse de confirmer ou de nier cette information. Véronique Lessard, Radio-Canada, Montréal. À Valleyfield, c'est vendredi matin que le juge Michel Mercier se prononcera sur la requête en arrêt de procédure contre le couple accusé d'avoir laissé mourir de faim leur fillette de 2 mois. Aujourd'hui, la Couronne a terminé sa preuve en présentant le témoignage d'un dernier médecin. Le docteur Jean Michaud est neuropathologiste. Il a examiné le cerveau de l'enfant et n'a trouvé aucune anomalie. Ce matin, on lui a montré les photos du corps pour la première fois. En 20 ans de carrière, il n'avait jamais vu ça. Ses conclusions rejoignent celles des 6 médecins qui ont témoigné avant lui. On n'a décelé aucune maladie expliquant l'état du bébé lors de son décès le 20 novembre 1996. La défense estime avoir été lésée parce qu'elle n'a pas pu pratiquer d'autopsie sur le bébé qui a été incinéré. L'avocat remet en question toutes les expertises. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'ils n'ont pas exclu tout. Alors, ayant une contre-expertise... Donc, ils ont mal fait leur travail. Jusqu'à un certain point. Les avocats des accusés ont plaidé que l'arrêt des procédures est nécessaire puisqu'ils ne peuvent pas présenter une défense adéquate. Ils dénoncent également le fait qu'on ait attendu 18 mois avant de déposer des accusations contre leurs clients. La Couronne rétorque que ce délai est raisonnable, considérant le caractère exceptionnel du cas. Donc, les policiers ont fait un travail d'enquête. Il y a eu un travail de vulgarisation qui a été fait. Quand je dis de vulgarisation, c'est qu'on a demandé aux médecins de nous expliquer davantage ce qui en était pour exclure les causes. Selon la procureure de la Couronne, la mort de la fillette de 2 mois ne peut pas s'expliquer autrement que par une malnutrition volontaire de la part des parents. L'avocate a ajouté que cette négligence serait survenue dans un contexte où les parents se sont complètement isolés du reste de leur famille. Isabelle Richer, Radio-Canada, Valleyfield. La petite Erika, hospitalisée depuis le 24 février à Edmonton, se porte de mieux en mieux. La petite fille de 13 mois était cliniquement morte après avoir passé plusieurs heures dans le froid albertain. Aujourd'hui, Erika parle, sourit et s'amuse. Les bandages qui recouvraient ses mains ont été enlevés parce qu'il n'y a plus de risque d'amputation. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour certains orteils qu'il faudra peut-être lui amputer. L'excellente faculté de récupération d'Erika continue d'étonner ses médecins qui d'ailleurs ont été honorés par la ville. Comme on l'a annoncé hier, Jacques Olivier devient le premier candidat à se présenter dans la course à la mairie de la future grande ville de Longueuil. L'ancien ministre fédéral des Sports, qui maintenant vend des voitures sur la Rive-Sud, effectue un retour en politique après 17 ans d'absence et il a des appuis de taille.
C'est tout un exploit. Il y a à peine 2 mois, les 8 maires de la Rive-Sud étaient à couteau tiré et avaient de la misère à s'asseoir à une même table de négociation. Aujourd'hui, 6 des 8 maires se sont ralliés à l'équipe de Jacques Olivier. Moi, on m'aurait peut-être accusé à un certain moment d'avoir un parti pris pour certaines villes, dont la ville de Longueuil. Et je voyais que peut-être qu'un étranger serait mieux vu à la tête d'une grande ville. Jacques Olivier, qui a quitté la vie politique depuis 17 ans, voulait montrer qu'il a encore de grandes qualités de rassembleur. Son principal atout, dit-il, c'est de respecter l'identité de chacune des villes de la Rive-Sud. Avec l'équipe Olivier, il n'y aura pas d'uniformisation d'une ville à l'autre et ni de centralisation de pouvoir. Jacques Olivier affirme ne pas avoir fait de promesses pour obtenir l'appui des maires sortants. Pourtant, la mairesse de Boucherville dit qu'on lui a bel et bien promis un poste sur le comité exécutif. Ce ne serait pas vous cacher que oui, on m'en a promis un sur l'exécutif. Ça, pour moi, c'était aussi fondamental. Ce sera là que seront les grandes discussions et je veux y être. Moi, j'ai dit que la ville de Boucherville aura sa place. Une place d'importance. Alors, on peut l'interpréter à sa façon. L'équipe Olivier ne semble pas troubler l'autre candidat pressenti sur la Rive-Sud. Serge Robillard est toujours en réflexion et ne croit pas que la belle harmonie de l'équipe Olivier va durer bien longtemps. Moi, je suis convaincu que tout ce monde-là ne partage pas les mêmes valeurs et les mêmes concepts de gestion d'une ville. Et je me dis, dans ce contexte-là, c'est une unanimité très apparente. Pour l'instant, M. Olivier est seul en piste pour diriger la 3e ville en importance au Québec. Si certains ici commencent déjà à parler d'un couronnement facile sur la Rive-Sud, M. Olivier refuse d'envisager cette hypothèse et dit se préparer à livrer combat. Daniel Carrière, Radio-Canada, Saint-Hubert. Puisqu'il est question d'élections, c'est le 9 avril qu'auront lieu les élections complémentaires dans le comté de Mercier, visant à remplacer Robert Perrault, qui a démissionné à la fin du mois de septembre. M. Perrault était ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration. Une bonne nouvelle pour les usagers du transport en commun. Des rames de métro supplémentaires vont circuler aux heures de pointe pour diminuer le temps d'attente. La STCUM explique cette amélioration par une hausse d'achalandage qui lui a permis d'amasser plus de profit que prévu. Mais pour ce qui est des diminutions de tarifs, là, il faudra être patient. Les Montréalais semblent avoir redécouvert leur métro. Après une décennie de décroissance, l'achalandage du réseau a repris du poil de la bête l'année dernière. Sur la ligne 1, l'augmentation a été de 0,6 % par rapport à 99. Sur la ligne 2, elle a été de 3,1 % et elle a même atteint 3,9 % sur la ligne 5. Seule la ligne 4 a subi une baisse de 8 % qui n'a pas empêché l'ensemble du réseau de connaître une hausse d'achalandage de 1,6 %. Les revenus de la STCUM ont connu une hausse du même ordre, ce qui permettra à la société d'ajouter dès lundi prochain 2 rames de métro aux heures de pointe sur les lignes 1 et 2. Le temps d'attente des usagers devrait être réduit. Des bonnes nouvelles, mais qui ne se traduiront pas nécessairement par un gel des tarifs. Et pour ce qui est de toute la tarification, on va attendre à l'automne avant de prendre des décisions dans un sens ou dans l'autre. Par ailleurs, la STCUM a reçu une mise en demeure de Québecor, qui veut avoir le droit, elle aussi, de distribuer un quotidien gratuit dans le métro, afin de faire concurrence à celui qui a été lancé par Transcontinental la semaine dernière. La STCUM, qui a accordé l'exclusivité du métro à Transcontinental, s'est dit étonnée du geste de Québecor. On n'a jamais vu de projet au Québecor. Dans le sens qu'il n'y a pas eu de proposition. Québecor comme tel, il y a eu des discussions, des rencontres. Mais jamais rien de plus. Selon nos informations, Québecor n'a aucun projet concret sur ses tables à dessin. La compagnie est prête, malgré tout, à poursuivre la STCUM devant les tribunaux. La société de transport, de son côté, aura du mal à défendre son obstination, puisque 2 journaux de Québecor, les hebdomadaires Ici et The Mirror, sont déjà distribués dans le métro. Jean-Hugues Roy, Radio-Canada, Montréal. Des milliers de Canadiens qui ont souscrit au régime enregistré d'épargne-études n'ont pas reçu la subvention fédérale promise. Leur demande a été rejetée par le gouvernement et personne ne les en a informés. De plus, ils doivent faire les vérifications d'usage eux-mêmes. Lorsque ces enfants seront en âge de fréquenter l'université, on estime que 4 années d'études coûteront 60 000 $. Pas étonnant alors que près d'1 400 000 Canadiens aient souscrit à un régime enregistré d'épargne-études depuis que le fédéral ajoute une subvention de 20 % à votre contribution annuelle. Par exemple, vous souscrivez 2 000 $ et Ottawa ajoute 400 $ à votre capital. Sauf que pour 7 000 personnes, la subvention n'a pas été versée telle que prévue. Voyez ce relevé, il y a des cotisations au REE en 1999 et en 2000, mais la contribution fédérale, elle, n'a jamais été versée.
Ça s'expliquerait par l'excellence du système de vérification de la compatibilité des bénéficiaires. C'est comme ça qu'on l'appelle à Ottawa. Si les données qui sont contenues dans le formulaire de RÉ et celles qui sont dans les registres à Ottawa vous concernant ou concernant l'enfant ont des différences, si minimes soient-elles, on parle d'un trait d'union manquant ou d'un nom de rue mal orthographié, à ce moment-là, la demande est rejetée. Le ministère responsable est Développement des ressources humaines Canada, celui du méga fichier qu'il a fallu détruire et des subventions d'emploi tant décriées. Cette fois, on ne voulait pas de problème. Parce qu'on serait accusé de donner des subventions à ce moment-là à des personnes qui n'en ont pas droit. Il y a quand même des normes, des critères, d'éligibilité au programme. Et il faut que ça soit respecté. C'est aux contribuables de trouver les erreurs en vérifiant les relevés de placement de RÉ. Et c'est aussi à eux d'en aviser les institutions financières. Il faut insister sur la vigilance du client, justement, pour ne pas se retrouver dans la situation où il perdrait du rendement, finalement. Ce qui est déjà le cas de ceux qui n'ont pas reçu la subvention fédérale dès le début. En ce moment, près de 600 subventions sont encore en retard. Josée Thibault, Radio-Canada, Montréal. La grogne monte parmi les gardiens de prison du Québec. Les 1800 gardiens ont entrepris des moyens de pression pour forcer le gouvernement à négocier le renouvellement de leur contrat de travail qui est échu depuis 1998. Les gardiens veulent le même salaire que les agents du Service correctionnel canadien. À la demande du ministère de la Sécurité publique, le Conseil des services essentiels a convoqué les deux parties vendredi matin. Les gardiens, dont le salaire maximal est actuellement de 41 600 $, réclament rien de moins qu'une parité de salaire avec leurs confrères fédéraux qui, pour des tâches analogues, gagnent, eux, 53 200 $. Même s'ils acceptaient l'offre de 9 % du gouvernement pour 3 ans, les gardiens seraient encore loin de la parité salariale. Et dans ce contexte-là, en août 2001, les agents de la paix du Québec verraient leur salaire passer à 44 435 $, à comparer à 53 200 pour leurs confrères fédéraux, 58 200 pour les policiers de la SQ et 60 300 pour les agents de la GRC. Ce qui est inacceptable, dit le syndicat, qui affirme que ses membres doivent faire face au même danger que les policiers de la SQ, par exemple. Il y a une réalité qui demeure, c'est que la Sûreté du Québec, lorsqu'ils arrêtent un motard criminalisé, qui arrête un criminel, ils l'ont dans les mains une journée. Après ça, nous, on l'a pendant des semaines et des mois. Bien qu'ils n'aient pas droit de grève, les gardiens de prison parlent d'une prochaine journée d'études et on vient de briser le code vestimentaire en décrétant le port du jeans et l'altération des plaques d'identification. On envisage aussi mobiliser pas moins de 1000 gardiens pour manifester à Québec prochainement à l'occasion du sommet des Amériques. Si le gouvernement fédéral ne veut pas que Bernard Landry participe au sommet, en tout cas, nous, on a l'intention d'y participer. Il est permis de penser que les moyens de pression auront un impact cuisant dans un premier temps sur la population carcérale, mais aussi sur tout le processus judiciaire, dans la mesure où les gardiens de prison songeraient à entraver quelque peu les transports de prisonniers qui doivent comparaître devant les tribunaux. Alexandre Dumas, Radio-Canada, Montréal. Jocelyne, il y aura un petit peu plus de nuages demain? Oui, il y a une petite perturbation. Là. Il y a d'abord une première bande de nuages. On va aller voir tout de suite l'image satellite, vous allez comprendre un petit peu mieux. Alors, il y a une dépression, là, c'est sûr, près du lac supérieur. Mais regardez la petite bande de nuages juste à gauche de Montréal, donc à l'ouest de Montréal. Elle se déplace quand même un petit peu plus rapidement que les nuages qui accompagnent la dépression et elle devrait passer plus vite, celle-là. Donc, donner des passages nuageux, c'est quand même pas si mal. Cependant, là, si on regarde la position des nuages demain matin et ensuite demain en début de soirée, là, vous voyez que le ciel va s'ennuager demain pendant la journée. On s'en reparle tout à l'heure. À tout à l'heure. Venez chez Club Piscine et profitez de rabais incroyables sur notre toute nouvelle collection. Achetez votre piscine creusée avant le 25 mars et obtenez une remise de 600 $ et un épurateur d'eau Nature 2, le tout d'une valeur de 900 $. L'offre se termine le 25 mars. Dans la nouvelle Venture, la troisième banquette se range dans le plancher.
Voyagez en paix dans un maxi-espace bien pensé. L'Aventure de Chevrolet. La route sans le doute. Le Théâtre du Nouveau Monde présente Vive Macbeth, qui demain sera roi. Macbeth de Shakespeare. Un message de ces démons. Camouflait-il une tromperie? Pierre Lebeau, Sylvie Drapeau. La folie vous rendrait-elle à ce point, Aga? Macbeth, au Théâtre du Nouveau Monde. La tasse qui se déroule gagnante, la tasse qui se... La dernière fois, t'as gagné un bain, puis tout le restaurant le suit. T'exagères. Non, du Le concours déroule le rebord pour gagner et de retour avec 20 Aztèques de Pontiac, 100 cinéma maison Sony, 500 lots de 1000 $ comptant, 5000 barbecue Broil King et 19 millions de prix instantanés Tim Hortons. Tu iras le chercher toi-même. Cherchez quoi? Le barbecue. Hein? On a gagné un barbecue? Non! Ah! On a gagné un barbecue! Ça, c'est du Tim, comme je l'aime. Ce soir, à Virginie. As-tu des problèmes sexuels? Oui, puis personne me comprend chez nous. Ça m'étonnerait. Virginie et son chum, ils ont l'air plutôt compréhensifs. Ils ont l'air, mais ils n'ont pas la chanson. Pour le meilleur et pour le pire, Tu te rends compte, là, tu me parles pas comme une coloc. Tu me parles comme une fille que tu voudrais marier. quelqu'un s'apprête à faire la grande demande. Je vais peut-être me marier. Pas croyant ce que le cerveau est capable d'inventer. Non, ça. Occasion de 24, ce soir 19h30. Cette semaine, Solutions Montréal vous demande quoi faire avec les terrains de l'hippodrome de Montréal. 6 millions de pieds carrés. Laissez trotter votre imagination et envoyez-nous votre solution par courrier électronique. Encore une histoire d'eau contaminée, cette fois à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est près de Québec. L'eau de la moitié de la population contient des concentrations très inquiétantes de cuivre. Des gens sont certains que l'eau les rend malades. Mais le problème, c'est qu'il n'existe pas de normes sur la présence de cuivre dans l'eau potable. Sainte-Anne-de-Beaupré, municipalité de 3000 habitants. Ici, la moitié de la population est aux prises avec une très forte concentration de cuivre dans son eau potable. La source du problème, une eau acide, très corrosive, qui ronge les tuyaux d'au moins 2 des 5 puits de la municipalité. Les éviers sont verts, ça allait faire un tour. Jacques Hamel peut en témoigner. Il souffre de maux de ventre depuis qu'il a emménagé ici, sur l'avenue Royale, il y a 8 ans. Au mois de février 93, je suis rentré d'urgence à l'hôpital. Je croyais que je faisais une crise de cœur. J'ai eu une crampe violente à l'estomac. Ça l'a irradié jusqu'au cou. Jacques Hamel est convaincu que c'est l'eau de son robinet qui le rend malade. Au bout de 48 heures, je me suis aperçu qu'il a apparu comme un glaçage sur l'eau. Là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? On regarde ce qui se passe. On peut conclure que ça ressemble à du cuivre. Même la cuvette de la toilette est verte. Le cuivre s'est carrément incrusté. À l'Institut national de santé publique, on a analysé l'eau potable de M. Hamel. Les taux que j'ai vus dans les rapports ici sont nettement inacceptables pour une consommation humaine. Le couple Hamel-Cloutier est donc fortement exposé au cuivre. On a des taux de cuivre dans les cheveux extrêmement élevés, de l'ordre qui dépasse le 1000 microgrammes par gramme, ce qui est énorme, ce qui est très, très élevé. C'est 100 fois plus élevé que le taux normal. À la municipalité, le problème est connu, mais on se réfugie derrière les normes. Ne trop satisfait les normes gouvernementales. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de normes pour le cuivre. La solution de la Ville et du ministère de l'Environnement, faire couler l'eau 10 minutes avant de la consommer. Christiane Latortue, Radio-Canada, Québec. Hydro-Québec a décidément de la difficulté à convaincre le Bureau d'audience publique sur l'environnement de la nécessité de ces projets. Après avoir essuyé un revers au sujet de la ligne RTL des cantons, Hydro-Québec vient de se faire dire que son projet de ligne Grand Brûlé-Vignan en Outaouais n'est pas nécessaire. Le projet de construction de la ligne d'alimentation Grand Brûlé-Vignan découle directement de la tempête du verglas. Elle devait relier les postes de Gatineau et de Saint-Jovite afin de solidifier le réseau en cas de panne majeure. 3 ans après la crise de glace, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, juge que le projet de 200 millions n'est pas essentiel. Dans son rapport, le BAP ajoute que la production d'électricité des centrales locales et les améliorations au réseau suffisent à l'approvisionnement. Enfin,
le caractère d'urgence qui prévalait lors de l'élaboration du projet n'est plus déterminant. Première réaction est une réaction de surprise, bien sûr, parce que... Le représentant de l'industrie électrique du Québec s'explique mal la décision du BAP. Selon lui, malgré les améliorations apportées au réseau hydroélectrique en Outaouais, rien ne garantit qu'il supportera une autre crise du verglas. Même avec les centrales existantes, même en complétant le poste Outaouais et l'alimentation par l'Ontario, on aurait toujours la possibilité d'être en difficulté parce que l'Ontario pourrait être dans le même genre de situation. D'ailleurs, en 98, c'est ce qui s'était produit. Le député de Papineau, Norm McMillan, est aussi sceptique face au rapport du BAP, dans lequel il soulève certaines contradictions. En haut, ils disent que c'est pas essentiel, puis en bas, on dit que le tracé est acceptable. Alors, qui a raison et qui n'a pas raison? J'étais un peu mélangé avec ça. De son côté, Hydro-Québec réserve ses commentaires pour plus tard. Pour les opposants, il s'agit là d'une victoire pour l'environnement. Attirer des gens avec des grosses lignes électriques, c'était pas un atout pour notre région. Alors évidemment qu'on est très satisfait de ça. Il appartient maintenant au ministre de l'Environnement de faire ses recommandations au Conseil des ministres, qui aura à prendre la décision finale quant à l'avenir du projet. Yves Poirier, Radio-Canada, en Outaouais. La Banque nationale, la plus petite banque au pays, se cherche un partenaire qui pourrait détenir jusqu'à 65 de ses actions en vertu d'un projet de loi fédérale. Toutefois, le président André Bérard se veut rassurant. Pas question de transférer le siège social de la banque qui a enregistré des profits exceptionnels cette année. Pour la première fois de son histoire, la Banque nationale a fait cette année son demi-milliard de profit. On va vous donner vos bulletins de vote. Les actionnaires sont ravis. L'an dernier, les actions ont gagné plus de 40 en valeur. Comment ça va, ça va bien? Bien. En forme? Très bien. On savait que la banque était à vendre. On sait maintenant qu'elle recherche activement un ou des partenaires qui, en conformité avec la nouvelle loi fédérale, pourraient détenir jusqu'à 65 des actions. Le président pose une seule condition. Le maintien d'un véritable siège social à Montréal n'est pas négociable. Pour l'instant, on fréquente, sans négocier, plus de 80 institutions financières à travers le monde. L'objectif, avant le mariage annoncé, c'est maintenant de faire progresser la valeur des actions de la banque. C'est que l'action de la nationale reste encore sous-évaluée de 10 à 25 par rapport à la valeur des actions des autres banques canadiennes. Une chose est certaine, pour la direction, le statu quo actuel n'est plus une option. Et une prime généreuse au-dessus du prix actuel des actions ne sera pas le seul critère. Sous prétexte de maximiser le retour sur nos actions, on ne vendra pas la banque. Enfin, André Bérard, qui a touché plus de 4 millions cette année, a fait adopter aujourd'hui une dragée toxique qui rendra plus difficile toute tentative hostile de prise de contrôle. Michel Morin, Radio-Canada, Montréal. Les pharmaciens propriétaires demandent à Québec de fixer leur rémunération le plus rapidement possible puisque la loi spéciale adoptée il y a 2 semaines leur interdit de négocier. Ils veulent régler cette question pour ensuite entreprendre des discussions sur les aspects dits négociables. La loi 186 est qualifiée par les pharmaciens propriétaires de répressive, punitive et vindicative. De plus, on estime qu'elle contrevient à plusieurs dispositions de la Charte québécoise des droits et libertés et de la Constitution du Canada. La loi ne sera pas contestée, mais les pharmaciens propriétaires exigent que la ministre ou son successeur fixe par décret, dès que possible, la rémunération des services pharmaceutiques existants pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2002. Le gouvernement offre une hausse de 9,3 pour cette période, tout en précisant que cela n'est pas négociable. Je ne crois pas qu'on doive vivre encore une négociation sur le passé quand une loi vient de te tomber sur la tête pour dire « t'as pas un mois à dire, c'est ça que tu vas prendre ». Depuis que la loi 186 a été promulguée, il n'y a pas eu de nouvelles rencontres de négociation et les pharmaciens propriétaires souhaitent reprendre les négociations sur les points dits négociables par la ministre. En fait, ce qu'elle veut négocier, c'est encore une fois des tâches supplémentaires qu'elle veut imposer aux pharmaciens. Et c'est ça qu'elle veut négocier. Bon. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut bien les négocier, ces choses-là, mais s'il vous plaît, venez pas avec
Venez pas nous dire, bien, le 9 % je vais vous le donner simplement si vous acceptez toutes mes autres affaires. L'AQPP regroupe les 1435 pharmaciens propriétaires de toutes les pharmacies du Québec. Réal Damour, Radio-Canada, Montréal. Et l'étape ultime est de fermer la garderie, mais ce n'est pas mon but d'aller jusqu'à cette étape ultime. Et le 6 avril prochain, les propriétaires de garderies privées menacent de fermer pour la journée si les négociations avec le gouvernement n'aboutissent pas. Québec et les propriétaires ont conclu hier d'entreprendre des discussions mercredi prochain sur le financement des garderies privées. Ce n'est pas avant la semaine prochaine qu'on connaîtra le résultat de l'enquête d'urgence santé sur 2 ambulanciers qui auraient refusé il y a 10 jours de venir en aide à un homme. Transporté en auto à l'Institut de cardiologie par 2 amis, l'homme de 31 ans y est mort. Ses amis ont porté plainte. Ils ont déclaré que les ambulanciers avaient prétexté la fin de leur quart de travail et indiqué la route de l'hôpital le plus proche. Les ambulanciers, eux, ont une toute autre version de cet incident. Le premier ministre Lucien Bouchard ne remettra pas sa démission en personne au lieutenant-gouverneur du Québec, Lise Thibault. Lucien Bouchard lui fera plutôt parvenir une lettre demain matin, quelques heures donc avant l'assermentation de son successeur, Bernard Landry, et de son cabinet. Il fera de même auprès du président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau. Lucien Bouchard rompra ainsi avec une longue tradition parlementaire. 500 personnes ont été invitées demain après-midi à l'assermentation du nouveau gouvernement québécois. La menace de grève des acteurs et des scénaristes américains va entraîner la perte de centaines d'emplois à Montréal. Hollywood a suspendu les tournages pour l'été. Or, plusieurs artisans du cinéma comptaient sur ces projets américains pour travailler tout l'été. La grève appréhendée des acteurs américains le 1er juillet prochain entraîne l'annulation de tournages partout dans le monde. C'est le début de l'année le plus chaotique, le plus cauchemardesque qu'on ait eu depuis 20 ans. Au Canada, les pertes économiques seront impressionnantes. À Montréal seulement, on parle de 600 emplois. C'est environ 300 à 450 millions de dollars qu'on perd comme ça. À Toronto, l'ambiance est frénétique, nous dit Alain Boisvert. Selon Rhonda Silverstone, commissaire au bureau torontois de l'industrie du film et de la télévision, la menace d'une grève aura 2 conséquences. La première, bien sûr, c'est l'engorgement causé ces jours-ci par le désir des producteurs de compléter leur tournage avant la date butoir du 30 juin. La seconde, bien sûr, c'est la crainte de l'effondrement des activités. On sait qu'à Toronto, même s'il y a 2 fois plus de productions canadiennes qui sont tournées que de productions américaines, les États-Unis dépensent 3 fois plus d'argent, soit quelques 3/4 de milliards de dollars par année. Inutile de vous parler des conséquences désastreuses que pourrait avoir une grève. À Vancouver aussi, on s'inquiète, nous dit Myriam Anderson. Ici, à Vancouver, le produit de l'industrie du cinéma atteint le milliard de dollars pour la 2e année consécutive. Environ 35 000 personnes travaillent dans cette industrie et le spectacle de tournage hollywoodien envahissant les rues de la ville est devenu habituel. Les officiels de la BC Film Commission refusent de chiffrer les dégâts éventuels, mais les grands studios de la ville, qui font jusqu'à 85% de leurs affaires avec les Américains, multiplient les tournages en prévision de l'été, qui sera très calme. Grève ou pas grève, aucune production ne veut prendre le risque de programmer un tournage au-delà du mois de juin. Le vent de folie s'est aussi emparé de New York et de Los Angeles, car même si la grève est évitée, il faudra des mois pour remettre en marche la machine aux images. Paul Toutan, Radio-Canada, Montréal. Les vêtements de Jean-Claude Poitras, qui est l'un des plus importants designers de mode québécois, inspirent une exposition. Claude, c'est une sorte de rétrospective qu'on lui consacre à la galerie Les 3C à la Salle? Oui, effectivement, c'est une façon de se familiariser avec l'univers de ce chef de file de la mode canadienne depuis 30 ans maintenant. Et vous savez, comme il y a beaucoup de créateurs, on finit par malheureusement les oublier. Bonjour Jean-Claude Poitras. Bonjour. Alors, on intitule cette exposition « Structure corporelle ». Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient comme façon d'appeler vos vêtements quand on les met dans un lieu d'exposition? Tout à fait. Moi, je me pense... je crois que je suis un artiste dans l'âme, mais j'ai l'impression d'être un sculpteur frustré quelque part, un peintre frustré. Je l'exprime en vêtements, en couleurs, en textures. Et je pense que de se retrouver ici dans cette galerie d'art absolument magnifique, ça amène le côté noble de mon ce soir, métier. on a la chance d'avoir des mannequins pour porter 2 de vos créations. Qu'est-ce que ça fait de voir justement ce que vous avez conçu dans un lieu d'exposition? Pour moi, c'est un rêve qui se concrétise parce que pendant tellement d'années, on se demande, lorsqu'on fait ce métier,